Bien, tout le monde est là, ou presque. Allez, on enchaîne avec une table ronde avec un petit peu de retard, mais on a commencé en retard, donc c'est normal. Avec une table ronde consacrée à la question de l'urbanisme circulaire, une opportunité pour faire mieux, avec Vincent Aurez, directeur de l'innovation et du développement durable de Novaxia, qui est avec nous en Zoom, que l'on va retrouver dans un instant. Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain d'Aquitanis, nous expliquera ce qu'est Aquitanis tout à l'heure. Annie Poignot-Rivière, à mes côtés, qui est maire de Bernay-Saint-Martin, qui nous parlera d'un projet qu'elle a mené. Et on retrouve Sylvain Grisot, que vous avez entendu tout à l'heure, et Isabelle Chaleur de la DDTM 17. Et je vais tout de suite passer la parole à Vincent Aurez, donc le directeur de l'innovation et du développement durable de Novaxia. Est-ce qu'il est avec nous, Vincent? Vous êtes là? Bonjour, je vous vois et je vous entends clairement. Vous nous voyez, nous entendez clairement. Alors nous, on ne vous voit pas, mais on a votre présentation qui est là devant, que je vais... Ah, le voilà. Merci donc d'être avec nous. Désolé pour ce léger retard sur l'horaire prévu. D'abord, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que Novaxia? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet acteur que vous représentez aujourd'hui et vous me dites, je passe les slides, je suis sous votre commandement. Bonjour à tous. Déjà, merci de votre invitation. Merci à tous pour votre écoute et pour l'organisation de cette journée d'échange. Donc, Novaxia, c'est un groupe d'investissement immobilier qui existe depuis plus de 15 ans et qui a une particularité, c'est qu'il s'est formé sur une opération à Strasbourg de recyclage ou de transformation de bureaux vides en logements. Et c'est ce qui a notamment donné tout notre ADN, qui est le recyclage urbain. Eh bien, le recyclage urbain, vous le connaissez tous, hein, c'est prendre des surfaces qui sont déjà artificialisées et de transformer du vide, de l'obsolète ou en voie d'obsolescence vers quelque chose d'autre. Et je vais essayer de vous montrer comment on essaye de prendre le concept d'économie circulaire appliqué à notre secteur, d'urbanisme circulaire, sur chacun de nos métiers. On a deux axes, hein, deux équipes. Une équipe de collecte d'épargne. Les fonds que nous investissons, ce sont des fonds issus de particuliers. Donc, ce sont des dizaines de milliers de particuliers, des instituteurs, des cadres, tout type de profil qui a de la chance d'avoir un petit peu d'épargne et qui, via son assurance vie, nous prête à partir de 100 € au sein des fonds qu'on gère, qui sont tous des fonds de recyclage urbain. Et ces fonds de recyclage urbain donc, réunissent de l'épargne de dizaines de milliers de particuliers en France et les investissent sur des projets immobiliers donc de recyclage urbain uniquement. Pour vous donner une photographie à date, aujourd'hui, on réunit plus de 30 000 épargnants français donc à partir de 100 €. On investit plus de 600 millions d'euros chaque année en collecte et donc après, on va chercher de la dette. Donc, on investit plus que 600 millions. On a aujourd'hui plus de 100 projets de recyclage urbain en cours et l'ensemble de ce que nous faisons est cadré et auto-cadré, puisqu'on s'est imposé à nous-mêmes d'être entreprise à mission en s'obligeant à ne pas faire d'étalement urbain. Et donc, ça a plein d'opportunités, justement, d'être déjà ZAN, et même, je vais l'évoquer, slide suivante, en tant que ZAN+. Alors, je vous ai donné quelques chiffres, hein. On est une centaine, on s'appelle des recycleurs urbains, on investit plus de 600 millions d'euros, et l'ensemble de notre stratégie est zéro étalement urbain. Maintenant, merci. Oui, effectivement, la slide suivante sur les indicateurs. Donc, tout ça a été audité et chiffré. Si je regarde les 12 derniers mois de 2021, les 12 mois de 2021, on a fait bénéficier, et je vais pouvoir en parler juste après, plus de 160 000 actions solidaires, plus de 160 000 personnes ont bénéficié des occupations temporaires. Je vais pouvoir en parler plus tard, c'est-à-dire que face à un foncier qui était vide, qui aurait pu être muré, on a décidé de mettre en place une équipe de mise à disposition de bâtiments vacants, et on le fait depuis désormais plusieurs années, et on en lance en moyenne une par mois, et on est en train même d'augmenter 2 par mois. Et donc, à l'heure où je vous parle, il y a 13 bâtiments qui sont mis à disposition gratuitement d'acteurs innovants et à impact, et qui donc font plein d'actions auprès de l'aide caritative, de l'hébergement d'urgence, ou encore de l'accès à la culture. Nos fonds sont tous labellisés à impact, et on vise le plus haut niveau de l'impact dans le domaine de la finance durable. On loge des personnes, et là où l'urbanisme circulaire est un concept génial, c'est qu'on voit que sur le logement, on a aujourd'hui un enjeu environnemental qui est très fort et un enjeu social.
enjeu environnemental, eh bien, l'artificialisation des sols, et Sylvain Grisot, j'en suis convaincu, saura bien mieux en parler que moi, l'artificialisation des sols est en grande partie générée par les habitats, par la production d'hébergement, de logements. Et en même temps, on le sait, il y a une pénurie de logements, notamment dans les grandes métropoles. Donc, ça n'est pas partout, mais dans les grandes métropoles, on a une très forte pénurie de logements. Donc, on a un enjeu social et un enjeu environnemental qui semblent rentrer en contradiction. Il y a une ressource qui est là. Ça n'est pas le plastique, ça n'est pas l'aluminium qu'on peut recycler. La ressource qu'on considère des fois pas assez en économie circulaire, c'est le mètre carré déjà artificialisé, c'est le mètre carré qui est déjà là, qu'on peut recycler. Et dans notre secteur immobilier, on peut donc recycler l'urbain et on a ainsi pu loger en 2021 plus de 25 000 personnes et aujourd'hui, on a donc 100 projets, principalement de logements, qui sont zéro artificialisation des sols. 30 000 personnes, je vous l'ai évoqué. Et dernier point, c'est la pleine terre recréée, le bilan global ZAN+. Eh bien, à partir du moment où on s'interdit de faire de l'étalement urbain, où on achète des fonciers qui sont déjà artificialisés, il nous arrive, et il nous arrive de plus en plus, de désartificialiser, de débétonner les parcelles que nous achetons et de remettre de la pleine terre, donc minimum 6 mètres de pleine terre, pour que la biodiversité puisse avoir lieu, puisse se redévelopper. Et donc aujourd'hui, en tant qu'acteur immobilier, eh bien, notre pratique immobilière permet de recréer de manière nette des espaces de pleine terre à l'échelle de l'ensemble de nos projets. Slide suivant. Merci beaucoup. La slide suivante, c'est pour vous montrer maintenant des exemples très concrets de ce que je viens d'évoquer. D'abord, cet immeuble, il est visitable. Si les personnes qui y habitent vous ouvrent les portes, eh bien, ce sont des personnes qui habitent, vous voyez, dans le bâtiment à droite. C'est un bâtiment que nous avons acquis, qui était vide depuis plusieurs années, ici à Paris, et qui était un ancien atelier. Un atelier qui est devenu vide, et il y avait un besoin de logement extrêmement fort à Paris. Et donc, on a pu à la fois densifier, vous le voyez, ça a gagné 2 étages, et en même temps transformer en gardant tout l'existant et les éléments de patrimoine, en le transformant en logement. Ça, c'est un exemple avant-après d'une opération de transformation de bureau en logement. Slide suivante, c'est vous dire aussi que le recyclage urbain, l'urbanisme circulaire, nous permet d'adresser des nouveaux usages de la ville en regardant une surface qui est déjà disponible, qui est en cœur de ville. Et la slide suivante, ça vous montre l'une de nos récentes actualités, c'est qu'on a annoncé, slide juste précédente, effectivement, la slide rose. Eh bien, cette slide rose, c'est une annonce que nous avons faite, puisque nous allons investir plus d'1 milliard d'euros sur ces 4 prochaines années pour transformer cette fois des bureaux vides, non en logement, parce que parfois il y a déjà assez de logements, il y a plutôt besoin de rééquilibrer, de redynamiser les villes. Et bien là, on va les transformer en incubateurs, en laboratoires, et on a déjà commencé à investir des sommes conséquentes pour relocaliser de l'activité économique dans les centres-villes, dans les métropoles, à partir, encore une fois, d'une ressource qui est là. Quand je vous dis qu'une ressource est là, à la seule échelle de l'Île-de-France, et c'est un phénomène qu'on observe dans tous les bassins métropolitains, à l'échelle de l'Île-de-France, nous avons 4 millions de mètres carrés de bureaux déjà vides. 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Et une question ouverte, que pouvons-nous faire de ces 4 millions de mètres carrés? Eh bien, on peut en faire du logement, mais on peut aussi en faire des nouveaux types d'immobilier, notamment des laboratoires, où il y a un fort besoin de laboratoires pour faire de l'innovation en santé, par exemple. Maintenant, je vous ai parlé d'occupation temporaire, et c'est donc la slide voilà, avec le secours populaire, les ateliers clandestins. Et là, je vous donne juste des exemples de choses qui sont en train de se faire dans des bâtiments qui auraient été sinon vides. Ça, c'est une opération que nous avons mis à disposition gratuite d'acteurs comme le secours populaire, comme une coopérative d'artistes, qui permet d'innover, d'hybrider des modèles de l'économie sociale et solidaire. Et surtout, l'occupation temporaire nous permet d'incuber des projets sans leur faire payer les charges. Aujourd'hui, une association, en moyenne, c'est 40% de charges liées à l'immobilier. En enlevant ces 40%, les acteurs innovants et à impact réinvestissent cet argent qu'ils économisent pour l'innovation, pour expérimenter. C'est ainsi que le Secours populaire, qui est une association qui est historique, développe des innovations sociales pour son activité dans ces immeubles vides. Et aujourd'hui, on a plusieurs opérations avec le Secours populaire français et plein d'autres. Je vous donne d'autres exemples. Et voilà, ça c'est Caracol à Toulouse.
de l'hébergement d'urgence avec une mixité solidaire, multiculturelle, des étudiants, des personnes réfugiées, et toujours en partenariat avec des acteurs locaux et experts de ces sujets. Donc, on peut faire à partir de bâtiments vides de l'innovation culturelle, de l'innovation solidaire, de l'innovation aussi en termes d'hébergement. La Champouineuse, eh bien, ça, c'est encore des artistes pour vous montrer aussi qu'on peut aller en première, deuxième couronne des grands bassins métropolitains. La slide suivante, c'est les sapeurs-pompiers à Lyon. Et donc là, dans une autre métropole, la métropole lyonnaise, dans une ancienne clinique désaffectée depuis plusieurs années, on s'est un peu gratté la tête puisqu'on voyait des centaines, voire des milliers de mètres carrés vides dans une ancienne clinique. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Eh bien, toujours dans une perspective d'urbanisme circulaire, on peut toujours faire quelque chose d'un bâtiment qui n'est pas pollué, qui ne va pas s'effondrer et qui peut accueillir du public. Eh bien, dans une ancienne clinique désaffectée, les pompiers de Lyon, les sapeurs-pompiers de Lyon, peuvent réaliser des exercices et avaient besoin de ce genre de centre pour tester plein de projets qu'ils ont, plein d'exercices qu'ils font. Et donc, on leur met à disposition. Et donc, là encore, on peut toujours avoir une seconde vie à 1 mètre carré qui est là. Et enfin, pour terminer, plus globalement, plus théoriquement, notre pratique sur l'économie circulaire, l'urbanisme circulaire, s'appuie sur des contributions auxquelles on a pu contribuer sur la théorie de l'économie circulaire, où à partir du moment où on voit le mètre carré déjà artificialisé comme une ressource, eh bien, on peut en faire tout un tas de choses. Et je reprends là les grands piliers de l'ADEME sur l'économie circulaire. On peut éco-concevoir des bâtiments. Il y a les premiers permis qui sont à la fois de bureaux et de logements qui ont été déposés. Il y en a notamment un dans la métropole bordelaise, où vous avez un projet qui est à la fois du bureau et qui pourrait se transformer en logement. Donc, on peut éco-concevoir, prévoir plusieurs vies à des bâtiments dans cette perspective-là. Et aujourd'hui, on le fait de plus en plus. On peut aussi agir sur l'économie de fonctionnalité, l'économie de l'usage. Dès lors qu'on a une ressource, le mètre carré artificialisé, comment on l'optimise? Eh bien, on optimise cette ressource en le mettant à disposition, en faisant du service, par exemple avec l'occupation temporaire. On peut réemployer des bâtiments. C'était l'exemple de bureaux en logement. On peut réemployer un bâtiment, on garde sa structure, ça économise beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre sur beaucoup de temps. Et on peut donc réemployer des bâtiments, réutiliser, pour être plus exact, avec une nouvelle fonction. Et enfin, bien sûr, on peut recycler, réemployer les déchets de chantier, toujours en essayant d'en faire plus sur ce dernier pilier. Donc, on peut avoir une approche globale et on essaye à notre échelle d'appliquer l'ensemble de ces pratiques sur l'ensemble de nos projets. Ça demande plein de grattage de tête, mais c'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup. Vincent Aurez. Alors, on ne va pas tout de suite, on se croirait dans une cathédrale, on ne va pas tout de suite passer à une discussion avec la salle. On va d'abord écouter Adrien Gros et Annie Poineau-Rivière et ensuite on rentrera dans une conversation. Restez avec nous, Vincent, on revient vers vous tout à l'heure. Adrien Gros, vous êtes directeur de l'aménagement d'Aquitanis. Alors Aquitanis, qui est un acteur extrêmement identifié, reconnu pour tout un tas de bonnes pratiques et aussi de projets innovants. Donc peut-être d'abord une petite présentation de ce que fait Aquitanis, quel est cet acteur de l'aménagement et du logement. Et puis aussi quelques projets, 3 projets. On va aller à Biganos, près du bassin d'Arcachon. On va aller à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Et on va aller un petit peu plus loin. Hop, ça m'échappe. À Étré, pas très loin d'ailleurs d'ici, à Étré pour nous montrer, pour décliner un petit peu la façon dont vous envisagez votre rôle sur les thématiques de l'urbanisme circulaire, mais pas que, et aussi les questions que ça pose, parce qu'il y a aussi des questions au-delà des grands principes, il y a des questions d'ordre pratique qu'il faut savoir résoudre. Je vous laisse la parole. Bonjour, oui, merci effectivement de l'invitation. L'idée, c'est effectivement pas forcément de vous présenter les projets en tant que tels, mais de voir derrière effectivement comment ça fait écho à ce que peut-être Sylvain disait ce matin
et de ce que vous avez commencé déjà à toucher du doigt sur les questions d'ingénierie, de courage, de se ressaisir des territoires. Aquitanie, c'est un bailleur social, en premier lieu, le bailleur de la métropole bordelaise, mais aussi aménageur. Alors, c'est intéressant, moi je fais de l'aménagement, hein, mais chez un bailleur social, et du coup, avec la spécificité d'avoir du patrimoine. Et donc, à partir du moment où on a du patrimoine, le regard sur ce qui est déjà là, il est un peu dans les gènes, naturellement, et ça nous a amené à faire des projets divers et variés de requalification de ce patrimoine, le plus connu étant GHI, que vous voyez en haut à gauche sur l'image, et des projets... Alors, qu'est-ce que c'est que GHI? GHI, c'est des bâtiments à Grand Parc des années 60, 500 logements, sur lesquels on est venu recréer de l'espace extérieur. Donc vous voyez là, c'est exactement l'emprise de ce qui a été produit, 30 à 60 mètres carrés par logement, non chauffé, bioclimatique, et qui sont donc constitués comme une double peau bioclimatique, mais aussi un espace d'usage non déterminé pour l'ensemble de ses habitants. Et on ne voit pas la vue, mais vous pouvez deviner ici qu'on est plein sud sur toute la métropole bordelaise. Donc un changement d'image et un changement de qualité d'usage indéniable, et avec quelques densifications sur le toit. On n'a pu faire qu'un étage, donc on n'a pas beaucoup, mais on a essayé aussi de surélever. Donc il y a toujours cette stratégie du patrimoine, du déjà là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle, et des mètres carrés qu'on peut remettre au niveau d'aujourd'hui, et toute une réflexion sur comment on embarque les habitants, qu'ils soient locataires, qu'ils soient accédants dans des programmes d'accession à la propriété, qu'ils soient riverains dans des programmes neufs à côté desquels on bâtit, ou dans des projets d'aménagement, on y reviendra. Et puis avec bien sûr ce goût de la question de l'utilisation du béton et de comment on décarbone un peu notre production neuve, voire même comment on se réinterroge sur notre production neuve. Peut-être en guise d'introduction, dire que ce qui est intéressant, Chris a parlé ce matin du bouclage, alors en le détournant un peu et sans le rapprocher à l'économie circulaire. Je trouvais intéressant ce mot qui revient aussi du côté de tous les scénarios qui sont faits aujourd'hui par l'ADEME, par le Shift, par Negawatt sur comment ça marche en 2050 et quelle est notre trajectoire pour arriver en 2050 en harmonie avec notre planète, avec quelques degrés en plus, mais avec des degrés qui se stabilisent. Il y a toujours cette notion du bouclage des scénarios, et qui est un peu qu'on pourrait vivre nous sur nos métiers comme étant finalement l'adéquation entre ce qu'on va dire et ce qu'on va réussir à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore du travail sur le bouclage sur nos territoires, dans nos organisations. Nous encore, le bouclage, il n'est pas encore complet sur comment on manipule tous ces nouveaux éléments de contexte pour les rendre dans un scénario où les choix sont clairs, simples, faciles à assumer. Je ne vais pas passer plus de temps sur notre présentation. Je voulais vous emmener rapidement à Biganos, près du bassin d'Arcachon, au croisement de deux départementales, une ville qui s'est construite plutôt à l'américaine, par opportunité foncière. Et puis on voit en arrière-plan un gros générateur quand même d'emploi, qui est une papeterie qui est encore sur le territoire, donc qui apporte des nuisances, mais qui apporte aussi de la richesse et de l'emploi. Et un petit plan pour vous montrer que sur cette opération d'aménagement public, la qualité, c'est qu'on est déjà sur du tissu constitué. C'est-à-dire que quand le maire a lancé sa ZAC il y a 10 ans, il y a même 15 ans, quand il a eu l'idée de ça, et c'est sans doute parce que c'est un forestier, son idée c'était de dire on arrête de consommer sur les territoires forestiers, sur les territoires agricoles, et je reconcentre mon développement ici. Quand il a dit ça il y a 15 ans, je ne pense pas qu'il avait en tête l'écho que ça allait avoir aujourd'hui dans maintenant la façon dont ça se réalise et dont il peut le porter. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on est devenu aménageur après mise en concurrence en 2014, donc sans doute quelques années, quand je dis quelques années, des fois c'est 5 à 10 ans après la première idée de la ZAC, c'est le travail d'arpentage qu'on a fait avec l'ensemble des... Peut-être c'était une télécommande, je peux m'en occuper, mais sinon je te laisse. Voilà. Pour comprendre comment ce territoire s'était construit, et là on revient sur le contextuel qui a été évoqué ce matin, sur comment on projette Biganos plus loin et quelles sont les ressources qu'on a en place. Et les premières ressources, c'est les témoignages des habitants sur les qualités de leur lieu, c'est ce qui est déjà construit, et c'est même des matériaux, puisqu'on a la chance d'être sur un territoire qui a du bois et de l'argile. Et donc, on tire le fil et on prend ça comme étant des ingrédients indispensables pour mener notre projet. Et tout ce qu'on mène à Biganos, c'est de déployer ces nouveaux matériaux, cette architecture aussi
vernaculaires, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, ces modes constructifs, comment on les remet au goût du jour dans une architecture contemporaine au travers d'un différent nombre de projets immobiliers qui sont portés par différents opérateurs. Puis comme on est en ZAC, on arrive bien à les encapsuler dans un cadre juridique contraignant mais enrichissant, et pour eux aussi, enrichissant au moins sur le plan intellectuel, parce que sur le plan financier, c'est un peu plus rock'n'roll, parce qu'il faut forcément trouver un peu de marge de manœuvre, mais de déployer donc de nouveaux modes de construire dans une architecture qui répond aussi aux enjeux de demain, d'un réchauffement, d'une pluviométrie, d'un rapport à l'eau qui est dans le sol, etc. etc. Mais c'est pas tant ça qui est intéressant sur ce projet-là, c'est l'image d'après. C'est cette photo du maire, à côté de notre directeur général, qui sourit, et qui a été aussi un peu ému avant, mais pour se rappeler que ce que je tire de cet enseignement, c'est finalement la puissance du récit qu'on a progressivement émergé de ce projet. Ce récit d'un territoire qui s'était construit dans des marécages par ses ancêtres avec les matériaux qu'ils avaient en place, et qui aujourd'hui reprend ce destin-là avec les mêmes codes, avec les mêmes manières de se dire on a tout à disposition et on va construire on va continuer de développer notre habitat finalement avec ce qu'on a là. Et donc ça appelle aussi beaucoup d'immatériel et d'idéal et de force, puisque derrière c'est toute la population boyenne qu'on arrive à embarquer. Alors vous allez me dire, ça suffit pas à ce qu'il y a un peu de contestation sur la hauteur, sur tous ces sujets que vous connaissez partout, mais ça porte une puissance qui est une puissance à la fois de portage du projet, de clarté dans les choix qu'on prend et de ce qu'on priorise. C'est-à-dire que quand on priorise sur ces éléments-là, on a laissé aussi plein d'autres éléments de côté, volontairement, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout tenir et qu'il y a des enjeux et des priorités. Et puis enfin, de l'envie, de la joie, du bonheur. Et je pense que voilà, c'est aussi ça qu'on recherche. Et je pense que c'est peut-être ce qui donne le courage, c'est la joie, le bonheur qu'on retrouve en retrouvant de l'intuition, du sentiment, voilà, tout ce qu'on a d'habitude, on n'invoque pas trop dans nos métiers où on objective. On est dans un cadre réglementaire, financier, opérationnel, compliqué, avec des relations d'acteurs fortes. Et là, voilà, moi je trouve cette image est assez forte pour ça. Et je voulais aussi vous dire que c'est peut-être là aussi qu'il y a une clé, c'est de prendre du plaisir et de faire vivre ce qui est en chacun de nous, et de ce qui est maintenant partagé, comme le disait Sylvain, sur un constat, sur le fait qu'il y a des crises. Le premier réflexe quand on voit la crise arriver, c'est plutôt du désespoir, c'est plutôt de la crainte. Et puis là, on voit qu'on n'arrête pas, quoi. C'est vague après vague. Il y a une illustration qui le montre bien. Là, non. Là, on renverse les choses et on retrouve de la joie, du bonheur et du coup de l'envie et du coup du courage pour déplacer les choses. Ça, c'est un autre élément, c'est à Tonins. Je vous montre ça, pas tant pour parler du projet de la manufacture, de sa transformation. La manufacture, vous la devinez très bien sur le plan. Donc, on ne peut pas mieux la placer. Hein. Elle est à 30 secondes de la gare, à tout casser. Elle fait 50 000 mètres carrés. Et je vous la montre justement parce qu'elle fait 50 000 mètres carrés, pour vous dire que tu peux montrer cette image-là aussi, et qu'elle est vide, bien sûr, depuis 20 ans, et que là où c'était une grande force de ce territoire, une grande force d'emploi, de culture, de richesse aussi, de financement d'équipements, depuis 20 ans, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est la friche, avec tout ce qu'elle veut dire. Ce projet-là ne bouge pas depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, des promoteurs font croire aux maires qu'ils peuvent porter un projet d'ensemble sur ces 50 000 mètres carrés, qu'ils ont un permis prêt à déposer. Et puis il y a un moment dans l'histoire où au bout d'un an ou deux, on n'a plus de nouvelles, il ne se passe rien. Et ça s'est passé à peu près tous les 2 ans pendant 10 ans. Et à un moment donné, alors avec aussi l'appui de l'EPF, qui invite la ville à mettre de l'ingénierie en place et qui sollicite un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc là, on ne vient pas en tant qu'aménageur, on vient en tant qu'AMO, pour réfléchir sur le devenir de cette manufacture. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est persuadé que ce sont les projets d'aménagement de demain. C'est-à-dire ce que vous voyez là, c'est une ZAE. C'est une ZAE de demain.
Ces 50 000 mètres carrés, ils ne vont pas se transformer en 2 ans avec 3 grues autour et des investissements à coût de millions d'euros. Ils vont se transformer sur 20 à 30 ans, c'est-à-dire l'échelle d'une ZAC à peu près. Et les mécanismes qu'on pense mettre en place ou que la collectivité va avoir de mettre en place sont ceux qu'on a aujourd'hui sur de l'aménagement public, de concession d'aménagement, de ZAC, etc. C'est la même logique financière de portage, de gestion de risque et de maîtrise publique de l'objet. C'est-à-dire que le premier élément là, c'est que la ville rachète au travers de l'EPF. C'est-à-dire que la manufacture redevient un bien commun. Là où elle est placée, ça semble évident. Mais vu l'histoire, ça ne l'était plus. Donc tout notre travail, c'était bien sûr de rappeler tout ça. Et donc, voilà, tout ça pour se dire que l'aménagement de demain, il est déjà là. Et on a déjà les outils, en fait. Ce matin, on le redisait, on a déjà les outils. Il n'y a qu'à jouer les artisans, c'est-à-dire ils ne sont peut-être pas complètement adaptés, c'est-à-dire que le tournevis avec la vis, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça visse quand même, et qu'on peut faire des choses avec ces outils-là sur les enjeux qu'on a aujourd'hui, et qu'il faut surtout se remettre en jeu le comment, pourquoi, avec quels moyens. Ça, c'est une vision d'occupation temporaire, ce n'est pas dans la manufacture, on pourrait croire, mais c'est de se dire, on va rester là-dessus, qu'il faut aussi remettre en jeu ce qu'on a en tête de la transformation d'un bien comme la manufacture, qui pourrait être, comme dans d'autres métropoles, du logement standing, on refait tout à neuf, on met 2 000 € du mètre carré dedans. Non, sans doute pas. Sans doute que la manufacture, elle a déjà des propriétés qui font qu'en mettant le juste investissement, on y remet de l'emploi, de l'activité, etc., etc. Donc, bien sûr, il faut jouer avec les normes, il faut jouer avec tout ça. Mais je pense que ça montre bien comment... C'est juste une question de reprendre tout à zéro avec les outils qu'on a et de se reposer la question de comment on fait un truc comme ça et qu'on a déjà tous les outils, tous les processus et toutes les actions. Et puis je vais finir juste là-dessus pour aller à Bongraine. Je trouve ça intéressant de vous montrer cette image de l'écoquartier de Bongraine, qui est une ancienne friche ferroviaire, après 1 an de dépollution. Donc de décapage complet des sols de mâche-fer qui ont été posés sur le côté sous forme de merlons paysagers, etc. Et un peu d'archéologie préventive. Je trouve ça marrant de vous montrer cette image dans un séminaire sur l'économie circulaire, puisque là on se dit, il y a quoi d'existant? Avec quoi je fais sur Bongraine? Comment je mets en place tout ce que Sylvain nous a raconté ce matin sur un écoquartier, alors qu'on n'a plus rien? Si on a quelques fondations de fossés proto-historiques, et puis on a du calcaire. Donc, on n'a jamais rien. Déjà parce que cette friche, elle est dans un quartier. Et alors là, c'est la question du périmètre. C'est-à-dire que le périmètre rouge, le premier réflexe, l'aménageur, il fonce sur son périmètre, il achète le terrain, il fait ses voiries, il construit, c'est réglé. Or, le quartier que vous avez là à Étré, on ne le voit pas très bien, mais il y a une école ici. Il y a un certain nombre de logements déjà, et il est un peu enclavé du centre d'Étré qui est là, il est plus proche de La Rochelle. Donc on a un truc qui est un peu entre deux. Et on essaye là aussi de renverser les choses en se disant, ben non, la friche, c'est juste le développement de ce quartier-là. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour ce quartier de se développer sur cette friche. Et les énergies, elles sont déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants, ils sont là. Il y a déjà des gens qui vivent ce territoire, il y a déjà de la ressource. Il suffit juste d'imaginer prendre le sujet à l'envers. Et donc, c'est un élément de méthode aussi que je voulais vous présenter. Alors, ce n'est pas des recettes miracles, hein, c'est juste pour vous montrer qu'à chaque fois, en fait, sur ces sujets-là, on s'est dit, mais en fait, pourquoi... Enfin, pas on va faire autrement pour faire autrement, mais on bute sur un truc où on voit bien que là, il faut tester autre chose. Et puis après, on verra si ça marche. Contextuellement, il y a des endroits où ça marche, il y a peut-être des endroits où ça ne marchera pas. Et là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a d'abord parlé d'écologie urbaine, avant de parler d'urbanisme, d'architecture, de paysage. Or, c'est souvent ce qu'on fait. En général, on fait un plan guide, on pense les bonnes porosités, le plan masse, etc., la forme des îlots, etc., etc. Et puis après, on met une petite couche un peu de grille écoquartier pour voir si on a les bons critères, la mixité fonctionnelle, le réseau de chaleur, les panneaux solaires et la biodiversité. Et puis à la fin, on informe un peu les habitants pour voir un peu comment ça réagit et puis pour que le projet ait un peu l'assentiment de la population. Là, l'idée, c'est de renverser complètement, c'est de dire on pose d'abord l'histoire, c'est quoi un écoquartier à La Rochelle? Et on discute avec les gens qui sont là en mode participatif sur
C'est quoi les valeurs d'écologie qu'on veut porter sur cette friche? Et à la fin, on tire un plan guide, on fera de l'architecture, on fera du paysage, mais que à la fin. Avant, ce sera raconté la voiture, le rapport à ma production d'énergie, chauffage, électricité, et mon rapport à l'autre, et comment j'habite avec les autres sur cette friche complètement stérile aujourd'hui. Et le deuxième ingrédient et le dernier, c'est l'idée que, et ça c'est plutôt un enseignement de nos programmes d'habitat participatif, c'est de se rendre compte que dès lors qu'on met les habitants en logique de conception et de participation de leur logement, tout ce qu'a dit Sylvain ce matin, ils l'ont en tête. C'est-à-dire qu'ils sont citoyens et ils sont en difficulté, tiraillés entre les aspirations qu'ils pourraient avoir et l'offre qui leur est donnée. Et donc là, l'idée, c'est de repenser tout ça avec eux et de se dire, vous allez habiter là. Les ingrédients, c'est ceux-là. On les construit ensemble et on avance. Et on partage les problèmes. On ne connaît pas les réponses, on ne connaît pas le chemin. Mais on sait qu'on ne lâchera rien sur cette intention d'écologie, de résilience, d'impact avec les gens qui sont là. Et donc, ça donne la constitution avec majoritairement des programmes participatifs avec différents niveaux. Tout le monde n'est pas prêt à attendre 5 ans d'avoir son logement. Donc, on part avec un groupe. Et la constitution, dès à présent, d'une association qui préfigure une SIC ou des éléments de commun. On verra un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, le déjà là, c'est les gens qui sont là, ceux qui habitent à côté, et ceux qui vont venir habiter, qui se positionnent déjà. Je m'arrête là, et puis on garde un peu pour l'échange, mais voilà, c'était plutôt des témoignages méthodologiques que je voulais apporter, en contrepoint, effectivement, de ce qu'on s'est dit ce matin. Moi, je reste persuadé qu'il faut y aller. Une des questions ce matin, c'était comment vous faites, Chris, la participation? Moi, je pense qu'il faut se lancer. Enfin, à un moment donné, ça peut être compliqué, ça peut planter, etc., mais il faut juste se dire, je veux y aller, j'y vais, je me dote de moyens. Il y a effectivement beaucoup d'AMO aujourd'hui qui existent pour accompagner. Et puis on avance, et puis on ouvre le champ progressivement, on ne se fait pas peur, on crante petit à petit. Dès lors qu'on garde une certaine intégrité avec cette démarche-là, qu'on le fait parce qu'on veut avoir l'avis réel des gens et que ça nourrisse le projet, et dès lors qu'on le fait avec une intégrité de se dire qu'on mettra tout ce qu'on peut en termes de moyens, et pas forcément de résultats, pour faire en sorte que le projet soit mieux que ce qu'il aurait été sans. Je pense qu'il y a peu de chances pour que ça foire. Ça veut dire que derrière, tous les métiers évoluent. Les chefs de projet aménagement, Aurélie qui suit le projet qui est là, elle a autant une compétence sur des questions de participation, de concept de participation, de concertation, etc., que de juridique, de financier, de technique, de tout ça. Et on voit bien que ça bouge. Et on forme les équipes là-dessus. Tous les mois, on a un expert qui vient nous raconter des dispositifs. Donc, je pense qu'il faut juste s'autoriser à y aller. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est un levier hyper puissant pour aller au-delà de ce qu'on aurait pu même imaginer aller sur des questions d'empreinte. Voilà, mais ça, on pourra redétailler. Pardon. Dans le locus solus notamment, voilà, sur des façons d'économiser. Et on retrouve les 3 idées de Chris ce matin. Effectivement, il faut avoir une idée, il faut vouloir y aller. Ensuite, il y a un contexte, on s'en nourrit et on trouve toujours le processus pour y aller. Si on a l'idée et si on prend le temps d'analyser le contexte, le processus, on va le trouver. Et on joue avec les processus. Et on s'adapte. Il ne faut pas avoir peur de ça. Merci Adrien Gros pour cette présentation extrêmement intéressante de différents types de projets. Je passe la parole à Annie Poineau-Rivière. Vous êtes maire d'une grande commune, Bernay-Saint-Martin, de combien d'habitants? Dans le micro? Environ 800. 800 habitants. J'allais vous dire, oui, qu'on était dans un contexte complètement différent. Un contexte complètement différent. Et là, on va parler de la création d'un écoquartier. Hop, c'est l'image suivante. Voilà. La création d'un écoquartier. Donc, est-ce que ça s'est posé comme ça, la question? La question s'est posée parce que, élection 2014, donc nouvelle équipe, 2015, lancement de la révision de notre PLU, et donc réflexion autour de la nécessité de cesser cet étalement de l'urbanisation. Les crises successives que nous avons tous connues qui nous ont conduits aussi à réfléchir, à s'approprier toutes les données liées à la... Enfin, toutes les données, c'est approprié, on est tous encore en chemin, mais la place de l'homme dans son environnement,
Et il y a une rencontre, la rencontre entre une DIA, on en a parlé tout à l'heure, une déclaration d'intention d'aliéner, où en cœur de bourg, donc c'est l'espace qui est entouré en vert, là, en cœur de bourg, une ferme se trouve à vendre. Elle comporte... Donc l'image en bas, c'est l'entrée de cette ferme qui avait un portail à l'époque. Elle comporte du bâti, notamment les habitations successives des différentes générations qui ont occupé cette ferme, les bâtiments plus utilitaires, écurie, étable, le four à pain, le chai, et puis l'espace naturel autour. Et nous commencions notre réflexion autour de la révision du PLU, et quand cette vente est arrivée devant nous, eh bien, il y a eu un déclic. Nous nous sommes dit, c'est le moment de réinvestir un lieu déjà existant. Pour deux raisons, parce que nous avions de la demande et plus grand-chose à proposer, ou plus exactement des parcelles qui avaient été réservées dans le PLU précédent et qui était effectivement de l'étalement, qui allait conduire à de l'étalement urbain en sortie de bourg. Et là, nous nous trouvions sur une petite parcelle connectée au cœur de bourg, possédant du bâtiment qui allait nous permettre, nous, de rénover et de proposer de la location, et puis des terres qui pouvaient permettre de créer un petit quartier, avec l'idée de la place de l'homme dans ce petit quartier, ne pas créer quelque chose qui soit hors dimension, quelque chose qui permette des relations intergénérationnelles, de se sentir bien à la fois dans son quartier et dans le village, puisqu'on est en connexion. L'équipe, à ce moment-là, se pose la question de « oui, mais comment, que va-t-on en faire maintenant que nous l'achetons ?» Effectivement, vous parliez d'être réactif. Eh bien, la DIA, on a 2 mois, ça se présente, et puis sous 2 mois, il faut présenter ce que l'on va faire, quel est notre projet, pour pouvoir justement procéder à cette préemption. Donc, il y avait l'idée de réaliser un petit quartier nouveau, un quartier qui allait respecter l'homme dans son environnement, et donc à visée écologique, réduire l'impact carbone des habitats, réduire ou plus exactement anticiper sur les économies d'énergie, sur la protection de l'eau, sur la non-imperméabilisation des sols. Donc nous avions construit notre image, une vision de ce vers quoi nous voulions aller. Donc en 2016, nous avons acheté les bâtiments, les terres, et nous avions cette vision encore très, très sommaire. Et si je témoigne, c'est pour montrer également qu'une petite commune peut avancer sur un projet de cette nature, qu'elle peut solliciter des accompagnements, et que donc si au courant de l'année 2016, le temps d'être réellement propriétaire des lieux, c'est les élus et des habitants qui, au cours de commissions, ont évoqué les propositions qui pouvaient être celles collant à ce projet, bien très vite, nous nous sommes rapprochés du CAUE, qui nous a beaucoup accompagnés pendant plus d'1 année pour que cette vision se transforme en un projet concret. Ce que vous dites aussi, c'est que, en fait, à l'origine, c'est l'envie de faire mieux, mais sans trop savoir où vous alliez. C'est ça. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut y aller. Même si on ne sait pas où on va, on sait qu'on veut mieux faire, mais on va y aller. C'est le premier pas. Oui, et ça rejoint ce que disait monsieur, parce qu'il faut être réactif, se dire, là, il y a un potentiel, on y va. On ne sait pas encore si on aura vraiment les moyens d'aller au bout. On n'a pas vraiment encore dessiné le projet, on en a une vision. Et ensuite, par contre, les choses vont s'accélérer grâce à Après, on va bosser. Hein, voilà. Après, il va falloir y aller. Se met. Travail intensif avec donc des institutions. Je parle d'institutions maintenant qui nous ont accompagnés. Donc le CAUE, la SEMDAS qui a fait beaucoup de chiffrage. On a fait le souhait d'aller vers des petites parcelles pour éviter l'étalement et proposer des espaces communs. Là, vous nous parlez déjà du projet, là. Voilà, donc on va peut-être reprendre les choses. Avancer. Donc là, c'est pour présenter le lieu que nous avons acheté. Hein. Donc, sur votre droite, vous avez
une enfilade de bâtiments qui était l'habitat. Sur votre gauche, on voit au loin le four à pain que nous avons réhabilité depuis, qui est donc à disposition des habitants. Un grand hangar qui est dévolu à être transformé en habitat, et puis les espaces verts qui ont été transformés en parcelles viabilisées. Donc du coup, là arrive un projet et donc des premiers travaux. Après, il faut se lancer. Donc quand le projet s'est trouvé bien défini grâce à cet accompagnement, eh bien, j'allais dire, le bébé est passé à le duo architecte, maître d'œuvre, qui ont fait tout le nécessaire pour pouvoir déposer le permis d'aménager. C'est un long travail de maturation, de chiffrage, de prise de décision très régulière, de nouvelles positions à prendre, parce qu'on part de loin, on ne sait pas où on va, et on affine. Donc ça veut dire que pendant 2 années, il a fallu très vite se positionner sur ce que l'on voulait, ce que l'on ne voulait pas. Donc ce que l'on voulait, c'était permettre à des nouveaux propriétaires de s'installer à un coût très raisonnable, mixité sociale, petite parcelle, peu d'imperméabilisation des sols. Donc nous avons fait le choix d'une seule, dont on voit le début là, d'une seule voirie étroite, en sens unique, et sur laquelle, quand elle sera terminée, il y aura l'empreinte d'une piste douce, cyclable ou piétonne, puisqu'on est directement connecté au bourg. Les travaux pendant 2 ans ont duré 2 ans, alors qu'en 4 mois tout était fait, si on additionne les temps de travail. Mais 2 crises de Covid ont conduit à ralentir le process de mise en œuvre. Nous avons travaillé l'économie aussi en termes de budget communal, en faisant travailler, en conduisant à collaborer 2 équipes qui ne travaillaient pas ensemble jusqu'alors. L'équipe qui s'est occupée de la viabilisation, mais également l'équipe qui va installer une boucle tempérée. La boucle tempérée, c'est l'engagement de la commune. J'ai dit tout à l'heure ce qu'on entendait des propriétaires sur leur futur habitat, mais la commune s'est dit qu'elle devait aussi avancer dans ce sens-là. Et le travail réalisé avec l'équipe qui nous a accompagnés à un moment donné a nécessité la réflexion quant aux les économies de chauffage, quid de l'énergie, quelles sont nos ressources locales. Et les ressources locales, analysées avec l'aide du staff énergie du département, avec Audrey Desport-Coury, qui est venue à plusieurs reprises chez nous. On a analysé quelles étaient les ressources locales afin de travailler le mix énergétique, parce que consommer moins et consommer différemment, mais il faut l'anticiper également. Et donc, nous avons fait le choix de la boucle tempérée. C'est un système de géothermie collective, avec un prélèvement d'eau dans la nappe qui circule dans les maisons et qui est rejeté un peu plus loin. Alors là, voilà, un plan du projet. Le plan du projet, une fois terminé. Vous pouvez vous lever, Madame Paul-Rivière, si vous voulez aller. Comment ? Vous pouvez levez-vous si vous le souhaitez. L'entrée que l'on voyait tout à l'heure est le cheminement gris. Donc ce cheminement gris, c'est l'unique voirie qui dessert la 12aine de parcelles. La commune s'est réservé les bâtiments qui étaient des bâtiments d'habitation, et nous faisons de la rénovation pour proposer du locatif. Et ensuite, les parcelles qui ont été positionnées. Nous avons dû racheter des terrains ici et faire des échanges pour pouvoir réaliser une voirie sortante. On a choisi ce système-là plutôt que la raquette, qui était proposée aussi pour faire un demi-tour et repartir, mais qui mangeait beaucoup de terre finalement. Le principe donc de la boucle tempérée, c'est dessiner peu à peu, parce que c'est aussi un long travail qui s'est mené en parallèle de la réflexion touchant la viabilisation. C'est une équipe complètement différente. Une première équipe a fait une étude géologique, hydrogéologique, quels est après les éléments théoriques et l'ivresse, qu'il a fallu aller voir réellement ce qu'il en était. Donc une équipe a travaillé sur l'hydrogéologie, ça a conduit à la
à la réalisation d'un premier forage, parce qu'il fallait trouver où était le bon lieu de prise d'eau dans la nappe, en espérant que ce premier serait également utile pour la suite, qu'on n'aurait pas à en refaire un deuxième et un troisième parce que ça a un coût. Donc il y a eu du temps consacré. Donc l'étude livresque conduit à repérer le type de nappe à laquelle nous avons affaire. Ensuite, le premier forage a été réalisé dans l'angle nord-est du lotissement. Et les calculs ont été bons puisque ce forage restera celui de prélèvement d'eau ensuite. Le circuit a été calculé par un thermicien qui, lui, après, s'est occupé de la partie supérieure. L'hydrogéologue s'est occupé de ce qui se passait sous terre et des nappes. Et le thermicien s'est occupé de ce qui se passait au-dessus. Il a travaillé sur le circuit qu'allait suivre la chaleur de cette eau en passant dans les différentes maisons. Et à partir de ce positionnement-là, il a fallu rechercher quel allait être le bon lieu pour la réinjection de l'eau. Une fois qu'elle est passée dans les maisons, elle est réinjectée plus loin. Et donc là, une première étude avait permis de viser l'emplacement du premier forage de prélèvement, et une deuxième étude a permis de définir le deuxième forage, qui, lui, a été l'objet de nombreux tests, de nombreux pompages par séquence sur plusieurs jours, pour être certain qu'il répondait à l'attente également. Et nous avons eu la chance d'avoir de bons résultats. Merci pour cette présentation. Vous voulez rajouter quelque chose ? Sur la taille des parcelles, c'est intéressant, c'est la taille des parcelles. C'était qu'est-ce qui est Voilà, la taille des parcelles, on a choisi de fait de ne pas faire de parcelles au-dessus de 600 mètres carrés. Les plus petites, de 350 à 400 mètres, sont parties tout de suite. Ce sont celles qui ont le plus attiré les personnes venant vivre en milieu rural, alors qu'on pouvait penser l'inverse. Et pourquoi ? C'est quoi les raisons ? Eh bien, Parce que ça, c'est intéressant aussi. Oui, ces personnes nous ont dit qu'elles avaient envie de venir vivre dans un environnement sain, à la campagne, mais qu'elles ne voulaient pas passer leur week-end à jardiner. Donc nous avons réservé 3 lieux sur cet éco-quartier, lieux collectifs pour du jardin, pour des plantations, ce que chacun souhaiterait, mais en collectif, de façon à ce qu'ensemble on fasse et que chacun ne passe pas son week-end à jardiner. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Annie Poineau-Rivière, donc maire de Bernay-Saint-Martin. Peut-être des réactions dans la salle ou des questions sur ces trois types d'approches. Est-ce qu'il y a des maires de communes autour de 800, 1000 habitants dans la salle ? Levez la main, les maires ou des personnes qui appartiennent à des services techniques Qui appartient à une commune de 800 000 habitants, moins de 2000 habitants ? Levez les mains. Moins. Du coup, ça vous parle ? Ah oui ? Alors, expliquez-nous en quoi ça vous parle, monsieur. Et présentez-vous. Mais pas d'ingénierie dans les petites communes. Maire adjoint de la commune de Bord. Et c'est vrai qu'on est à l'heure actuelle sur un projet comme vous venez de nous présenter. Et ce que vous venez de nous présenter nous parle beaucoup. Et je pense qu'on va prendre exemple et continuer. C'est vrai qu'on a fait appel à la CEE il y a très peu de temps. Et notre projet est en train de se construire comme le vôtre. Voilà, on avait des vieux bâtiments qui étaient au centre-bourg, qui étaient à l'abandon depuis les années de 1990 et qu'on a pu racheter que maintenant parce qu'il y avait d'histoire d'héritage. Et maintenant, on est sur le projet, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Voilà. Merci pour votre témoignage. Oui, d'autres personnes peut-être concernées que cette taille de commune là. Expliquez-nous aussi peut-être que si vous avez fait des choses ou si vous ne les faites pas, pourquoi ? Bonjour, alors René Bonneau, maire de Saint-Loup, 310 habitants à peu près. Entre 310 et 320, on les compte tous les matins. Mais... Vous faites l'appel matin, midi et soir ? Donc nous, on a encore du terrain à lotir qui nous a été placé dans le PLU. On a un premier lotissement. Qui nous a été placé ? Comment ça, qui nous a été placé ? C'est-à-dire qu'on a eu un Justement. PLU suite à un remembrement
avec le projet 13 ans, si ça parle à certains. Donc on a eu un remembrement à ce moment-là, un PLU qui a suivi, et on a eu un lotissement qui s'est installé. Et on trouve que l'expérience n'est pas très très bonne, dans le sens où les habitants de ce lotissement ne s'intègrent pas vraiment à la population. Ils vivent à côté, ils viennent dormir là, mais ils ne participent pas en rien à la vie de la commune. Et on a un prolongement de ce lotissement qu'on pourrait envisager de faire. Et en début de mandat, on a réfléchi avec les conseillers et on a dit que si on prolongeait ce lotissement, on voulait que ce soit autrement et que ça s'intègre beaucoup mieux dans le paysage, parce qu'aujourd'hui, ce lotissement, il fait tache dans notre commune rurale. Et on voulait aussi que toutes les composantes soient intégrées. Économie d'énergie, déplacement, peut-être assainissement collectif avec des roseaux, enfin quelque chose de beaucoup plus intégré dans le paysage. Et le projet d'Annie, qui est très proche de nous en fait, géographiquement parlant, nous intéresse beaucoup, je pense. Merci pour votre témoignage. Notre témoignage de ce que c'est que d'être un maire ou une maire d'une petite commune ou travaillant dans une petite commune. Quelqu'un veut réagir? Je ne vois pas de main se lever, si. C'est aucune ingénierie. Oui, moi je suis maire de Bussac-sur-Charente, 1300 habitants. Il se trouve qu'on dispose d'un foncier de 2 hectares en centre-bourg. Et c'est vraiment le projet du mandat qu'on souhaite y faire. Mais au-delà de ça, on se dit aussi que c'est sans doute une des dernières cartouches qu'on va pouvoir tirer sur de l'étalement, mais modéré et raisonné. Voilà. Donc on se donne beaucoup de temps pour réfléchir avant de se lancer dans un projet. Mais voilà, Berne et Saint-Martin, ça nous parle beaucoup. On en entend parler depuis longtemps, par le CAUE en particulier. Et donc on viendra vous voir le 18 novembre. Parce que le CAUE vous aide, mais fait aussi votre promotion. C'est ça qui est intéressant en travaillant avec le CAUE. Très bien, merci. C'est l'échange sur les projets, c'est important. Peut-être d'autres réactions, alors j'allais dire tout type de communes, on ne va pas cibler le nombre d'habitants ou tout type de personnes sur ces trois dimensions. Il y avait différentes approches là. Novaxia qui vient intervenir plutôt sur des fonciers et de l'existant urbain. Oui, non. Allez, peut-être une. Oui, Adrien. Sur la question de l'échelle, justement, des projets et du temps. Parce que, quand monsieur dit, c'est le projet du mandat sur 2 hectares, je ne veux pas être rapporteur de mauvaises nouvelles, mais ça risque d'être le projet de 2 ou 3 mandats. Si c'est le projet d'un mandat, c'est un projet de lotissement classique. Et c'est là où c'est toute la difficulté, c'est d'accepter que le temps va être plus long, parce que, comme vous le dites, tout ça est précieux, tout ça devient précieux. Enfin, ces emprises foncières deviennent précieuses. C'est peut-être les dernières, peut-être pas, mais en tout cas, il faut s'en occuper de manière très vigilante. Et donc, c'est souvent plus de temps. Je pense que l'ingénierie, elle est là. Enfin, ce que vous semblez tous dire, c'est que vous avez le CAUE, vous avez le département, vous avez une SEM départementale, je pense que vous avez des bailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'ingénierie dès lors que vous avez... Est-ce que c'est sûr, ça? Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'entends ce matin, là. J'ai l'impression qu'il y a de l'ingénierie. Il faut oser aller les solliciter, parce qu'évidemment, de très nombreuses communes ne disposent d'aucune ingénierie, à part la matière grise des élus. Mais si on va les chercher, ils sont là, ils existent, ils nous accompagnent. Un témoignage de bailleur, cette fois-ci, par rapport à notre positionnement à Bordeaux, où on a de plus en plus de mal à construire de toute façon sur l'agglomération bordelaise, puis c'est pas parce qu'on est office de la métropole qu'on est fléché, donc en gros on se fait tout piquer par tous les autres qui ont plus d'argent que nous. Et donc on est amené à travailler dans des beaucoup plus petites communes sur des échelles de 10, 15, 20 logements. Et ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a une vraie relation de travail, de confiance. On n'est pas derrière une grosse administration. Enfin,
je sais pas si certains ont déjà travaillé ou avec des métropoles comme celle de Bordeaux, c'est colossal. Donc, et dans cette simplicité de l'échange, il y a quelque chose de très clair sur ce qu'on veut. C'est-à-dire que et on a des commandes qui sont beaucoup plus qualifiées sur les logiques participatives, architecturales, environnementales, que des gros bazars institutionnels qui ont beaucoup de mal à se saisir de tout ça et de cette complexité. C'est très agréable à entendre. Parce qu'avant de porter nous-mêmes l'ensemble de ce projet, parce que finalement, voilà, les élus ont pris le taureau par les cornes et se sont lancés, j'ai eu sollicité de l'accompagnement de bailleurs par le biais de la région, puisqu'on venait de recevoir une information nous disant que la région avait contractualisé avec un grand nombre de bailleurs qui se mettaient à disposition des petites communes. Mais je n'ai jamais eu de réponse, donc nous avons travaillé tout seuls. Mais c'est important que ce message-là passe et que c'est une chose réalisable. Est-ce qu'on m'entend ? Super, c'était pour réagir par rapport à ce que j'ai entendu aussi dans la salle, de réflexions qui me viennent avec des dialogues qu'on a en cours d'ailleurs avec plusieurs territoires. Quand il y a des surfaces foncières, j'ai entendu plus de 2 hectares. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont en train d'arriver et de manière assez massive, notamment un marché biodiversité qui est en train de naître en France. On a le marché du carbone avec des mécanismes de compensation pour ceux qui en émettent plus que les quotas. Il y a un marché biodiversité qui va être naturellement engendré avec la loi climat et résilience qui arrête l'étalement urbain. Et donc, dès lors qu'il y a des réserves foncières, il y a aussi une possibilité de renaturer avec un modèle économique derrière qui est un peu nouveau et qui permettrait de faire de nouveaux types de projets pour ces territoires qui disposent de surfaces foncières très importantes, qui souhaitent aussi garder le foncier, puisqu'on peut très bien imaginer que le foncier reste la propriété de la collectivité tout en ayant un revenu issu de l'exploitation en biodiversité de ces territoires. C'était mon premier point, donc de nouveaux usages. Et deuxième chose, les modèles de concession reviennent, et tant mieux d'ailleurs pour les collectivités, avec le maintien de la propriété via soit des concessions, soit des baux à construction. Et on le voit de plus en plus arriver, ce qui permet de garder, encore une fois, le contrôle et la propriété, et en même temps d'avoir des modèles économiques qui génèrent un revenu. Donc, c'était ma deuxième réflexion par rapport à ce que j'ai entendu. Sylvain Grisot. Juste en réaction, justement, en questionnement, tout à l'heure, tu disais, je l'ai noté précisément, hein, c'est juste une question de reprendre tout avec les outils qu'on a déjà. Facile. Facile. Et je crois que la petite échelle, c'est très compliqué. Hein. Dans mon sketch tout à l'heure, je parlais d'industrialisation, etc. C'est associé à des économies d'échelle, donc à des tailles d'opérations qui sont importantes. Et on voit bien quand on est dans des petites opérations, il faut trouver les acteurs qui sont peut-être là, mais qui n'ont plus l'habitude, qui ne savent plus faire. Donc je vous retourne un peu, on l'a vu un petit peu pour les petites communes, mais que ce soit du côté d'Aquitanis ou de Novaxia. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous posez la question, Aquitanis, de faire aussi du petit dans des territoires que vous fréquentiez plus ou vous n'avez pas fréquenté, Novaxia, de pas faire de neuf, ce qui n'est pas complètement habituel, en tout cas il y a une dizaine d'années dans les milieux de la promotion, etc. En quoi est-ce que ça peut servir d'exemple ? Parce que je suis désolé, mais ce que je disais au début, c'est, oui, il y a Aquitanis, il y a toujours Aquitanis. Quel que soit le sujet, il y a toujours Aquitanis, parce que sur ces sujets-là, vous faites des choses, et sur d'autres sujets aussi, vous faites des choses. Donc il se passe quelque chose, et Vincent, c'est pas non plus la première fois qu'on se croise sur les planches. Donc moi, c'est intéressant, hein, vos exemples, c'est bien, mais comment on les fait multiplier, en fait ? Alors peut-être par des événements comme celui-ci, d'une part. Ça fait 20 ans qu'on en fait, les CAE sont hyper actifs là-dessus. Mais c'est vrai qu'ici, il y a visiblement les motivés. Hein, ceux qui, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes motivés. Il y a un peu plus de communes dans votre département. Donc c'est vrai qu'il faut faire venir. Et quand je disais il faut oser se lancer, il faut oser aussi affronter, non pas les obstacles, mais les regards qui se disent mais elle ne va pas très bien celle-là. Dans quoi se lance-t-elle ? Et finalement, après, 2 mandats après,
Après, il y a aussi l'injonction, entre guillemets, du législateur qui va aussi peut-être donner une impulsion. Est-ce que vous ressentez ça, Isabelle Chaleur? Est-ce que vous voyez qu'on vient taper à votre porte en disant « Oh là là, mais c'est quoi ça? Aidez-moi parce que je ne vais pas y arriver ». Est-ce qu'il y a un retour des communes vers vos services? Est-ce que vous sentez que les gens, que les élus, les territoires, plus largement, se posent, et les acteurs de la chaîne de la construction et de l'urbanisation se posent plus de questions? Alors oui, je pense qu'on le sent, on sent un frémissement en tout cas, pas encore à l'échelle, une dynamique hyper forte, hein, mais un frémissement, ça c'est certain. Nous, on est en accompagnement dans la mesure de nos moyens. Évidemment, on ne fait pas d'ingénierie directe, on fait du conseil, mais pas d'ingénierie directe. Dans les services de l'État, maintenant, on n'a plus vraiment les moyens de le faire. Ça s'est fait pendant des années. Ça s'est fait au moment du modèle, malheureusement, qui n'était pas obligatoirement le bon. Mais voilà, on le fait plus. Par contre, on a quand même tous les dispositifs. On est en service d'appui de l'Agence nationale de cohésion des territoires, quand même, la DTM, avec le préfet qui est délégué territorial de cette agence. Et donc, et notre directeur qui est le délégué territorial adjoint. Donc, on est vraiment aussi à essayer de faire... on va dire passeur d'informations, intermédiaire aussi entre éventuellement les structures qui peuvent aider. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit, il y a un certain nombre de structures d'ingénierie dans ce département, il faut s'en féliciter. Et donc, avec des appuis qui sont possibles, notamment pour les petites communes, le conseil départemental met à disposition depuis de très nombreuses années, notamment les marchés d'ingénierie. Voilà, pour les petites communes, donc c'est quand même, à mon avis, essentiel. Moi, si je peux me permettre, je voudrais rebondir sur 2-3 petites choses que j'ai entendues qui me font plaisir. Permettez-vous. D'abord, la question de la maîtrise foncière, qui me semble être au cœur du problème, à toutes les échelles. Effectivement, il y a des toutes petites, enfin, les opportunités pour une DIA avec, voilà, mais aussi le côté volontaire d'engager des démarches beaucoup plus importantes de maîtrise foncière par des biais de DUP ou par d'autres outils fonciers. Alors, ce n'est pas des sujets faciles, c'est très technique, etc. Nous-mêmes, à la DTM, on n'est pas obligatoirement très compétents en matière de maîtrise de ces outils. Il y a quand même l'établissement public foncier, Nouvelle-Aquitaine, hein, qui est là, qui peut aider largement, et elle aide un certain nombre de communes sur ces sujets-là, de portage foncier. Mais je pense que c'est essentiel. Nous, on l'a vu dans beaucoup de PLU, les élus nous dire, oui, on sait bien que nos zones d'activité, elles sont trop grandes, enfin, nos espaces tels qu'on... Mais c'est parce que on fait de l'acquisition amiable, et donc il y en a un qui veut, mais il y en a un qui veut pas, et il y en a un autre qui veut pas, et alors on a des trous partout dans nos zones d'activité, mais bon, on veut pas aller vers du plus coercitif, et je pense que on va pas avoir le choix. On va pas avoir d'autre choix que ça. Alors c'est pas facile toujours, hein. Moi je me mets à la place des élus locaux, c'est pas du tout facile. Dans des petites communes, c'est pas du tout facile d'aller voir les propriétaires en disant mais de toute façon tu veux ou tu veux pas, mais le terrain nous on veut le récupérer parce qu'on en a besoin, parce qu'il est bien localisé, parce que etc. Donc je pense quand même que au travers de tout ça, la question du projet et du projet global, de la stratégie globale, j'y reviens, et me paraît essentielle. Certes, il faut profiter des opportunités tels qu'on a pu les voir, et donc maîtriser un foncier, même si on ne sait pas encore quel est notre projet. Mais à l'inverse, un projet, d'abord, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il répond réellement aux besoins, déjà, la première des choses, et essayer d'objectiver ça, parce que ce n'est pas aussi évident que ça de savoir si ça répond ou pas aux besoins. Ensuite, d'essayer de voir où il serait le plus judicieux de le mettre, ce projet, et est-ce qu'on a des opportunités pour le mettre dans l'existant déjà. Et je pense que ces réflexions-là, pour l'instant, elles sont encore très peu fréquentes, et c'est aussi pour ça que des démarches un peu globales, on se mérite là, c'est-à-dire d'avoir identifié finalement des choses qu'on avait sous les yeux, qu'on avait sous la main, et peut-être on n'avait pas eu le réflexe de se dire, là, il y a des locaux, ça fait des années qu'ils ne sont pas utilisés, pourquoi on n'essaye pas de refaire un projet à partir de ça, et surtout de répondre vraiment aux besoins, et besoins à toutes les échelles de territoire. C'est-à-dire que je pense que des fois aussi on a besoin de dézoomer pour vérifier que je sais pas, l'équipement qu'on a envie de faire, est-ce qu'il est vraiment utile? Parce que peut-être que l'équipement en question, il existe dans la commune juste à côté, et que s'il sert suffisamment le bassin de vie, il n'y a peut-être pas besoin d'en refaire un dans la commune. Donc je pense que ça démarre.
tout ça va aider. Effectivement, le réglementaire va obligatoirement aider. Mais c'est encore des prémices. Enfin, je suis très contente d'entendre dire que les gens ont choisi des parcelles à 350 mètres carrés ou 400 mètres carrés, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps. Mais les gens qui viennent ici dans le département, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de la région parisienne, etc., qui arrivent dans ce département. On dit, donc les élus nous disent, mais oui, mais ces gens-là, ils attendent, s'ils viennent de là-bas, c'est pour avoir des grands terrains en pleine campagne, quitte à imiter le paysage, enfin, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit ça. Je ne suis pas sûre que ça soit les attentes des citoyens, si on leur explique bien les choses. Vincent Aurez a l'air de vouloir dire quelque chose. Oui, effectivement, je m'agite. Je ne sais pas si on me voyait, mais pour réagir aussi par rapport à ce qu'a dit Sylvain Grisot. Effectivement, ça fait plusieurs années que les élus, que les collectivités parlent de ces sujets. Peut-être vous apporter un retour d'expérience du secteur privé, du domaine de l'immobilier. Puisqu'il faut aussi prendre en compte cette dynamique, c'est que Novaxia a cette chance de ne pas être promoteur immobilier. Et le domaine de la promotion immobilière est en train d'être transformé entièrement. Et ça apporte de nouvelles opportunités, je pense, pour tous les acteurs publics, parapublics, en termes de partenariat. Un promoteur privé investit ses fonds propres. Et dans un contexte où vous avez des taux d'intérêt qui augmentent à chaque fois, où tout ce qui concerne des surfaces qui valent cher à l'achat, où il y a moins de financement, eh bien, ça coûte plus cher. Et donc, aujourd'hui, on a un blocage, notamment pour des sites qui valent très cher à l'achat et où les promoteurs immobiliers sont très contraints. Et vous avez un nouveau type d'acteurs qui arrive, dont nous faisons partie, mais d'autres sont là aussi, où on attire de l'épargne de petits porteurs à des échelles qui sont désormais industrielles et qui permettent d'envisager des actions à très grande échelle. Et ça, ce sont des acteurs investisseurs, développeurs, qui existent dans d'autres pays, qui est naissant en France. Et ce type de développeur investisseur que nous sommes permet de faire du portage foncier. On intervient par exemple systématiquement en achat sans conditions suspensives de permis de construire ou de financement. Pourquoi ? Parce que le modèle économique des développeurs nous permet de voir à 5-6 ans. Et dans le secteur privé, dans le domaine de la promotion immobilière, c'est du très très long terme d'avoir ce temps-là. Et donc, on peut imaginer des projets où on a moins cette contrainte que d'autres pour imaginer des choses à plus long terme. Et vous donner un autre retour d'expérience avec des raisons d'être optimiste, c'est que ce mouvement de l'épargne, il y a le réglementaire qui vient d'être mentionné, qui effectivement accélère beaucoup les choses, et puis tout l'aspect aussi financier qui aussi accélère. Vous avez une montée de l'épargne des Français vers des actifs à impact, vers des actifs qu'on appelle réels, donc vers de l'investissement qui veut aller flécher sur des projets. On a vu la dynamique du crowdfunding qui est de plus en plus là, mais plus globalement, dans le cadre de l'assurance vie, dans le cadre de tous les montants d'investissement en épargne, on voit une vraie dynamique qui allait vers des actions cotées où on achetait des actions de sociétés qui pouvaient être dans le monde entier, vers une diversification sur des projets immobiliers qui sont en France, qui sont visitables et qui sont aussi avec des mesures d'impact très concrètes. Donc, on a aujourd'hui une vraie dynamique de très, très forte croissance du domaine en général privé sur du plus long terme et donc des raisons d'être optimiste, Sylvain. Une réaction, je vais juste citer deux petites choses, des acteurs, alors c'est pas tout à fait là-dedans, mais Terre de Liens aussi, c'est une forme aussi d'intervention avec des fonds privés qui vont venir pérenniser des exploitations. Et puis il y a Village Vivant aussi qu'on avait essayé d'inviter aujourd'hui mais qui n'ont pas pu venir, qui eux interviennent aussi pour de la réactivation de locaux et de bâtis en centre-bourg, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui toute une galaxie d'acteurs qui n'existaient pas il y a quelques années et qui arrivent sur ces problématiques, que ce soit du gros capital avec les fonds d'investissement qui aujourd'hui sont obligés au départ de se greenwasher, mais qui ont de plus en plus d'indicateurs parce que la Banque européenne d'investissement a maintenant listé tout un tas d'indicateurs et qui sont obligés de rentrer dans la grille pour attirer aussi des investisseurs, quels qu'ils soient, et également à une toute petite échelle, tout un tas d'abord de volonté, on le voit avec vous, madame, et également des nouveaux acteurs qui arrivent pour trouver des solutions et de tout ce maillage. Donc il y a vraiment un écosystème qui est en train de se développer, et puis l'État qui est là, madame Chaleur, que vous incarnez, désolé, mais qui est là aussi pour donner... Non,
Non, mais quand je dis désolé, c'est parce que c'est un peu lourd, c'est quand un même, hein. poids quand même sur une seule personne, c'est pour ça. Vous n'êtes l'équipe est dans la salle, donc ça va, vous n'êtes pas toute seule. Non, mais qui arrive peut-être avec des outils un peu forts et un peu qui peuvent paraître parfois un peu difficiles à adapter dans l'atterrissage sur les territoires, mais qui est aussi là. Donc quelques raisons d'être optimiste avant que nous allions déjeuner. Sylvain Grisot, peut-être. Juste un point pour retisser aussi un lien entre ce qu'on vient de dire et puis pour le coup l'action d'Aquitanis ou de Novaxia. Comme d'autres, vous le disiez, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'à un moment, dans cette industrialisation, pourquoi on fait de la ville jetable, c'est que tout le monde s'est barré de l'opération avant la fin de la décennale. La ménagère est plus là, le promoteur est plus là, et même le propriétaire est plus là parce qu'il a purgé son Pinel et il s'est barré avant. Donc on se retrouve avec un maire et des gens qui ne savent pas pourquoi ils habitent là, dans un bâtiment jetable, et globalement, on produit, on a un mode de fabrication qui produit de la merde. C'est pas tout à fait la même chose quand on est bailleur social, qu'on est aménageur, mais qu'on construit aussi pour conserver sur 50 ans. Novaxia ne revend pas. Enfin, il y a aussi une logique de temps long. On a des acteurs du temps long qui sont sur des rez-de-chaussée commerciales, des foncières. Sur le territoire d'Annemasse, par exemple, on a la foncière départementale qui reste propriétaire de l'ensemble du foncier économique. Vous êtes entreprise autour d'Annemasse, à Annemasse, dans le PCI, dans les 4 PCI à côté, vous ne pouvez plus acheter de terrain. C'est fini. Par contre, vous pouvez construire sur un terrain qui va rester propriété de la foncière, donc un outil public sur le temps long. On a partout le développement de ces acteurs-là. Et au-delà d'une innovation, il n'y a aucune innovation derrière tout ça. Ça fait des décennies et des décennies qu'on fait ça. On a les outils juridiques. C'est simplement qu'à un moment, on remet un acteur du temps long là-dessus. Ça a finalement commencé par des petites communes qui ont acheté le dernier commerce pour y laisser une épicerie ou faire un spot de coworking ou autre. Donc quand on retrouve à un moment un acteur qui préserve un usage qui a du sens sur le territoire, tout ça reprend du sens et devient possible alors que ça ne l'était pas. Mais en plus, on voit bien que ça change la nature même des projets, leur contextualisation, leur pérennité, que ce soit sur l'acte d'aménager ou l'acte de construire. C'est bien, vous faites une forme de conclusion à nos débats. Peut-être des réactions, peut-être avant qu'on aille déjeuner. Oui, n'hésitez pas. On peut aller déjeuner plus tard. Oui, excusez-moi, je reviens là sur ce que vous venez de dire, parce que je partage relativement votre approche, et en particulier sur qui paye aujourd'hui et qui construit la ville. Quand on regarde réellement aujourd'hui, c'est l'État quand même qui paye une grande partie de la ville, en particulier par l'intermédiaire du Pinel et du jeu de la défiscalisation, qui amène à construire en fait des bâtiments qui ne sont pas utilisés par les gens qui les payent. 800 à 1 milliard d'euros par an. Voilà, donc il y a un budget, et qui m'interroge beaucoup sur la possibilité de l'État d'arrêter ce genre de truc pour essayer de construire un peu plus intelligemment. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, dans ce que vous avez abordé par rapport à la logique de ce qu'on ne construit pas, c'est peut-être ce qu'il y a à faire. Moi, je suis architecte, donc ça me pose quand même question. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur une ville comme La Rochelle, on a un volume de maisons secondaires qui est complètement démentiel. Vous avez des zones sur le Pays Basque où c'est encore pire. Vous avez jusqu'à 50% de l'habitat qui est en maison secondaire. On peut vraiment s'interroger sur la nécessité de construire des logements, d'en rajouter, dans une période où justement il faudrait qu'on ait une sobriété relativement monstrueuse sur tout ce qui est CO2 et énergie. Merci pour votre intervention. D'autres réactions? C'est un débat qui monte énormément, la question de la maison secondaire dans tous les territoires, notamment au Pays Basque, où c'est une question qui a été politisée. Ici aussi. Non, mais je veux dire politisée, je veux dire on a des... Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez, peut-être une dernière. Il y avait quelqu'un? Non, il n'y avait personne. Très bien, merci beaucoup Adrien Gros, Isabelle Schuller, Annie Poineau-Rivière, Sylvain Grisot, Vincent Aurès qui est avec nous. Merci. Merci pour votre attention. On se retrouve à 14h30. Merci Vincent. À 14h30, donc ici.